Avant qu'on me pose la question en commentaire, oui, un moustique m'a piqué ici, j'ai gratté, et évidemment, je me suis arraché la peau. Du coup, j'ai cette marque. Voilà, maintenant vous êtes au courant, on peut parler de la vidéo. Cette vidéo, depuis celle sur Akasaka, elle m'a été beaucoup demandée. Vous avez proposé une analyse sur Oshinoko, et force est de constater, oui, ça vous intéresse. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, et je ne sais pas non plus si mon PC va réussir à la supporter. C'est le problème. Si vous l'avez devant les yeux, a priori, c'est que c'est bon. Et comme j'ai un petit peu plus de temps, je vais pouvoir mieux vous expliquer certaines choses. Je vais vous faire un de ces fameux schémas dont vous raffolez, ne me remerciez pas. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour cette vidéo, mais la plus importante, et je tiens à le préciser, comme toutes mes vidéos, tant que je ne donne pas des données ou des informations qui sont donc vérifiées, je fais des analyses et des critiques. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Aucune critique n'est purement objective, et faire une critique de ce genre, c'est pas ce que j'ai envie de faire, et c'est pas ma prétention non plus. Ma parole ne fait pas légion. Et donc, je vous rapporte seulement ce que je pense. C'est important de le préciser, je trouve. Sur ce, commençons la vidéo, et rentrons dans le vif du sujet. Oshinoko, c'est la deuxième œuvre longue de Akasaka. Et je dis bien deuxième œuvre longue après Kaguya-sama. Pour la simple et bonne raison que les mangas qu'il a fait avant, c'est respectivement 3 et 5 tomes. C'est pas beaucoup. Oshinoko n'est pas à mes yeux la meilleure œuvre d'Akasaka, vous le savez depuis le temps, cette place-là elle revient à Kaguya-sama. Cependant, à mes yeux, Oshinoko a une autre considération. Pas la meilleure œuvre de l'auteur, mais c'est, je trouve, sa plus intéressante. Elle n'est pas exempte de défauts, bien loin de ça, et pourtant, je suis tout de même attaché à l'œuvre. Elle m'a tout de même intéressé, je lui trouve volontiers plusieurs qualités. Croyez-moi, des croûtes et des trucs tout bonnement nuls, j'en ai lu une bonne pelletée. Et Oshinoko, malgré des énormes défauts et certains points très décevants, c'est pas aussi horrible que ce que beaucoup prétendent. Et comme on aime faire les choses bien et dans l'ordre, je vais utiliser une approche qui est très scolaire et très méthodique, mais qui marche assez bien. On va pas y aller par arc non plus, mais à mes yeux, Oshinoko peut être divisé en 4 grandes parties. Ces points d'ancrage sont assez efficaces, et surtout ces points d'ancrage vont me servir à faire quelque chose de très simple, chapitrer la vidéo. Retour des schémas, vous êtes heureux, je le sais. Pour moi, vous avez la première partie, celle d'avant la disparition de Ai, donc l'introduction en somme. La deuxième partie, l'avènement des jumeaux. La troisième partie, la réalisation de Ruby et l'arc qui s'ensuit. Et enfin, la dernière partie, les deux arcs finaux. Si je classe les parties de cette manière, c'est pour une raison très simple. Elles marquent toutes une grande révélation, un grand tournant dans l'histoire. Si vous vous posez la question, je considère que la dernière partie commence au moment du reveal de Hikaru. Et une des raisons qui fait que j'ai apprécié Oshinoko, c'est avant tout sa première partie, qui à mes yeux est un quasi sans faute. J'ai vu une critique revenir plusieurs fois, c'est que le début du manga spoil la fin, et qu'on pouvait tout savoir à partir de là. Je suis pas trop d'accord. Alors oui, c'est possible, hein, ça peut spoiler la fin et tout, hein, vous pouvez réaliser la fin avec le début, mais en réalité, quand vous écrivez une histoire, et c'est une citation d'Albert Camus, donc je l'invente pas, on doit retrouver les premières pages dans les dernières, donc c'est pas étonnant. Par exemple, on peut tous se douter que la fin de One Piece ouvre sur l'exploration du monde et de nouvelles personnes partant à l'aventure. Là c'est pareil, mais ce qui fait que ça a pu gêner, c'est que Oshinoko c'est une enquête et un thriller. En tout cas c'est censé l'être. Et même là, à mon sens, c'est une critique qui marche pas très bien. Tout bon thriller et enquête policière qui se respecte, en tout cas dans la littérature, vous pouvez déjà connaître le coupable et la fin de l'histoire avec le début. Normalement, il y a assez d'indices pour que ça soit possible. Le but, c'est qu'une fois que vous avez découvert le coupable, vous êtes là à vous dire « Ah, mais c'était sous mes yeux depuis le début, ça !» Donc, c'est pas si gênant. Je vais pas vous faire des analyses de plans ou de découpage, parce que déjà, c'est pas mon expertise, et c'est assez classique, mais le début du manga réussit très bien ce qu'on attend de lui. Il expose la situation et l'intrigue, c'est fait rapidement, mais de manière claire et compréhensible. On vous met assez vite dans l'histoire, quand même. En 2 chapitres, vous avez assez d'indices et d'éléments pour vous faire comprendre de quoi va parler le manga, son thème et son intention. Ça, par exemple, c'est un truc que Akasaka n'arrive pas à faire avec Martian Crown, c'est pour ça que Martian Crown s'est rincé. Ça et plein d'autres problèmes. Pour Oshinoko, par contre, il a bien géré son introduction. Ai a des jumeaux, les deux sont le produit d'une réincarnation. Quelqu'un savait pour Ai, pour l'instant c'est simple. Et le manga vous ajoute un autre petit point d'intrigue, en tout cas le confirme. Tout repose sur le mensonge et le paraître. Tout l'intérêt du manga n'est pas qui on est, mais qui on semble être. Et en soi, une enquête dans ce genre de monde et de milieu, c'est une excellente idée. C'est un monde que tout le monde regarde, que tout le monde voit, mais que personne ne voit vraiment. On est à travers un verre teinté, c'est une illusion, on voit ce qu'on veut bien nous laisser voir.
L'autre point fort de l'introduction, c'est la première page de chaque chapitre. Elle vous permet de comprendre les points d'intrigue centraux qui arriveront par la suite. Et ça met un petit peu ce voile d'honnêteté qui vous dit tel personnage pense ceci. C'est un peu comme vous dire, il va mentir plus tard, et vous le saurez parce que on vous a confié la vérité en premier lieu. Normalement, à partir de là, vous savez ce qui se passe avec Ai, vous savez comment ça se termine pour elle, l'introduction est terminée, et la première partie avec. Maintenant, on va enchaîner sur grosse partie, l'enquête qui commence. Plus que l'enquête, la vengeance même. Et honnêtement, c'était toujours bien jusque-là. Bon, cette partie-là, elle couvre quand même plus de 60 chapitres, c'est un chiffre énorme, et c'est là où je vais commencer à trouver un des premiers gros défauts de l'œuvre. C'est vraiment un gros défaut, je trouve. Il y a beaucoup de personnages qui sont introduits. Phil, Minami, Memcho, les autres de la télé-réalité, Yuki, Akane, Nobuyuki, Kengo... Et si on fait le compte, dans l'histoire, Frill et Minami, on les revoit, mais elles n'ont jamais de gros focus ou d'intérêt. Mais surtout, sur l'émission de télé-réalité, il n'y a que Akane et Memcho qui vont avoir une utilité par la suite. Les autres serviront à rien. Et on les reverra pas, de toute façon. Ou si on les revoit, c'est super secondaire. Après, on peut dire que je suis malhonnête, hein. L'arc d'avant, il y a Melt et le producteur qui ont une utilité par la suite, même si pas la plus grande du manga. Donc, il y a des trucs pas trop critiqués non plus. Non, la vraie hécatombe, par contre, c'est le live stage. Le scénariste, le réalisateur, la majorité des acteurs ne resserviront jamais par la suite. Et t'as l'impression qu'ils seront là, parce qu'ils sont là. Et le pire là-dedans, c'est Taiki. Littéralement, et réveillez-vous, c'est le demi-frère des personnages principaux. Je sais pas, hein, même s'il est persuadé que son père est décédé, vous voulez pas le mettre au fait, l'intégrer à l'enquête une fois le malentendu dissipé, faire quelque chose, le mettre au courant? Non? Bon, super. Et c'est pour moi, à ce moment-là, que vous avez la plus grosse défaillance narrative du manga et le plus gros souci d'Oshinoko. Tous ces personnages, Akasaka les a introduits. Tous ces personnages, Akasaka aimerait bien les développer un petit peu. Parce que Akasaka, il est très bon là-dedans, Akasaka, il adore développer des personnages, mais ça a un gros souci. Les personnages, il y en a trop. Tu peux pas développer tout ça. En réalité, tu peux, hein. C'est possible, à une condition. Mais le gros souci, c'est que cette condition, elle va contre le manga en lui-même. C'est simple. Il faut prendre du temps pour chaque personnage. Mais vous le savez tout comme moi, le manga est une enquête. Donc c'est pas vraiment possible de prendre son temps. Il y a un aspect contre la montre. Donc tu peux pas prendre ton temps pour tous les personnages. Sinon, l'enquête n'avance pas, c'est frustrant et l'intrigue stagne. Et c'est à mes yeux là où vous avez le plus gros souci d'Oshinoko dans la globalité, l'enquête. Je pense sincèrement que quand Akasaka s'est dit que ça allait être la pierre angulaire du récit, le truc le plus important, ou en tout cas un point central, c'était une mauvaise idée. Je m'explique, on a une montée de tension très rapide dans la première partie avec Ai, donc naturellement on aimerait que les choses continuent, pas à ce rythme-là, mais au moins qu'elles avancent. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. La réalité c'est que l'enquête est lente. Elle est lente parce que on n'y porte pas tant d'attention que ça. L'enquête même, c'est plus un prétexte pour faire bouger Aqua et que la narration avance. Aqua ne veut pas faire quelque chose, ok, ouais, mais s'il le fait, il y a des informations supplémentaires. Donc, ouais, il va le faire. Le souci, encore une fois, c'est que même si scénaristiquement c'est un bon moyen, une bonne idée pour forcer Aqua à se bouger et à prendre les choses en main, ça vient avec une grosse contrepartie et un énorme problème. L'enquête piétine. Vous avez 1 ou 2 chapitres par arc, ensuite tout l'arc et ce qui s'y passe, mais plus rien niveau enquête. Donc ça s'enlise un petit peu, je trouve. Et ça, c'est sans parler de la fameuse incohérence dont j'avais parlé sur la vidéo sur Akasaka. Que je vais répéter ici parce que vous avez peut-être pas tous vu la vidéo non plus. Désolé, ça va spoil, mais en même temps là vous êtes sur une analyse globale du manga, donc c'est pas étonnant que ça spoil. Le fait qu'encore une fois, on vous présente le grand méchant du manga, le fameux criminel recherché, Hikaru, que ce mec soit la copie conforme d'Aqua, je suis désolé, je pourrais jamais. Hikaru, c'est une figure connue du showbiz. Pas du devant de la scène, certes, mais connue du showbiz et de pas mal de gens là-bas. Personne ne fait le rapprochement entre les deux. Ça veut dire que là, vous avez Akane qui le croise. Akane qui, au passage, fait, je trouve, plus et mieux avancer l'enquête que Aqua, mais passons. Elle voit le mec. Normalement, elle rapporte tout ce qu'elle dit à quoi. Tout le temps, hein, vraiment, tout le temps. Il communique H24. Et là, comme par magie, elle se dit juste « Oh bah c'est à quoi? Ah non, c'est pas lui. Hein. » Elle va pas prévenir à quoi. Elle va pas chercher plus loin. En toute sincérité, y a aucun monde où je peux y croire à ça. C'est juste impossible. Genre vraiment, c'est juste pas possible qu'elle se pose pas plus de questions. Mon aparté est terminé, on va pouvoir aller s'attaquer directement à la troisième partie. Je vais être aigri.
Ce personnage-là, je peux pas. Je vais pas relever tous les personnages pour lesquels c'est le cas, mais celui-ci c'est, je pense, un des plus gros pétards mouillés du manga, et je sais même pas ce que c'est que l'idée ou le projet. En gros, c'est une gosse qui se dit être un dieu, et qui se dit être responsable de la réincarnation des deux protagonistes. Commencez pas à me regarder comme si vous vouliez des explications, le manga n'en donne pas, et j'en ai pas non plus. Vous avez la gamine creepy qui a un cliché sur pattes, parce que bon, visiblement on est dans un manga d'horreur, elle vous donne des informations, et vous les accepterez, et vous aurez jamais rien de plus. Basiquement, elle arrive pour te dire, oh là là, il y a du mystère. Sauf que sincèrement, là t'as l'enquête, là ils vont découvrir la scène de crime de Goro. Ils vont là où tout a commencé, je m'en fous de ce que tu viens de dire, c'est pas le moment en fait. Le timing il est juste mauvais, surtout qu'on a le flashback de Goro qui est, je trouve, vraiment intéressant. Bon, comme d'habitude Akasaka il est très bon pour les flashbacks et Oshinoko fait pas exception à la règle. Chaque flashback, même de personnages secondaires, hein, genre Memcho, bah il est touchant et il y a des choses intéressantes à vous raconter. Donc là, la gosse, tu vois, t'es sympa, mais c'est pas le moment, tu nous gonfles, dehors. Et c'est surtout à partir de là qu'on a un des twists les plus importants du manga, donc faut vous concentrer. La révélation du corps de Goro. Je vous ai pas parlé de sa relation avec Ruby pour l'instant. Ruby, Sarina, mais bon, vous avez compris. Bon, je suis obligé de le dire, là elle a 16 ans, ça veut dire que Goro, normalement, il devrait avoir 45-50... C'est bizarre quand même. Le fait qu'elle entretient encore des sentiments, bizarre. Mais même pour un youtubeur, c'est un peu trop ce genre d'écart. Mais bon, là on a eu la révélation, on va s'intéresser à ce que je qualifie un des arcs. Bon, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Tous les arcs ont leur importance, mais vous savez, dans les récits, il y a ces fameux moments où vous pouvez pas vous empêcher de vous dire « ça brode un peu, non ?» Cet arc-là, c'est le cas typique. Pour rappel, Aqua, il est sur le côté de l'enquête, il pense que c'est réglé, et Ruby prend la relève. Et je sais pas trop où l'auteur voulait en venir, ni ce qu'il essayait de faire. Ça, on va voir à peine plus tard. Pour l'instant, je trouve l'idée très bonne. Il n'y a pas de souci. Hein. Ruby nous a toujours été montrée comme une gamine bourrée de talent, en même temps immature, et bon, même clairement elle est bête, hein, on peut le dire. Et moi j'ai un goût particulier pour ce genre de personnage un peu naïf qui, au moment d'un événement ou d'un tournant dramatique, deviennent plus sombres et plus sérieux. Et là on avait le cas parfait. Hein. Bon, pour le reste de l'arc, l'intrigue de triangle amoureux entre Akane, Aqua, Kana, tout ça, je vais pas trop traiter parce que c'est pas le plus intéressant à mes yeux. Et le docteur de 30 ans dans un corps de gamin de 16 ans qui drague des meufs de 16 ans, j'aurais toujours un peu de mal avec, je suis désolé. Tu sais, à chaque fois, et je pense que c'est un peu à cause de mon âge, moi le personnage auquel je m'identifie le plus, c'est Memcho. En même temps, je suis youtubeur, donc c'est pas étonnant. Mais c'est la seule adulte responsable du groupe. Elle réagit avec plus de maturité que le mec qui était un ancien docteur qui est censé avoir un doctorat et un diplôme en médecine. Moi je trouve ça hilarant. Bref, Ruby. L'idée qu'elle recontacte l'ancien producteur et qu'il lui demande des conseils de gestion, de communication et même clairement de manipulation, c'est bien. Moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. En réalité, on reste dans le narratif du showbiz qui est un monde de paraître et de mensonges, et donc on a une Ruby qui trouve un mentor, prend les devants, provoque les choses, mais sait garder un côté prétendument innocent. C'est pas bête. On passe de Ruby, non pas qui est bête et naïve, mais qui fait semblant de l'être. Donc déjà, elle s'approche un peu plus de Ai, et ça c'est pas déconnant, c'est même très malin comme truc. Et vous vous demandez sans doute à juste titre, bon bah s'il y a pas de souci, elle est où ta critique Bellus, c'est quoi le problème avec Stark? Et je vais donc exprimer le fameux moment où je trouve que ça brode un peu et j'ai pas trop compris l'idée. Dès que c'est fini, t'as l'impression qu'on a effacé la mémoire de Ruby parce qu'elle ne va jamais en reparler, jamais se comporter pareil, t'as l'impression que ça ne s'est jamais passé. C'est comme si l'arc avait une temporalité différente du reste. Il avait un seul objectif, faire réaliser son erreur à Aqua et relancer l'enquête de son côté. Donc comme ça repart pour lui, on remet Ruby au placard, elle redevient la gentille fille, toute mignonne, naïve et innocente. C'est dommage, et c'est dommage surtout parce que ça flingue un peu beaucoup le personnage en fait, je trouve. Elle ne va pas évoluer, elle va rester cette gentille idole que tout le monde aime, qui est un peu naïve, comme le veut son frère, et c'est tout. Et à partir de là, dernière partie, hein, les deux arcs de fin. L'arc film et la conclusion arrivent. En fait, le but d'Akasaka, quand il nous avait inondé de bien trop de personnages différents jusque-là, c'était pour cet arc. En fait, en vous mettant tout ce beau monde petit à petit au fur et à mesure de l'intrigue, c'était pour qu'ils servent à la fin pour le film. Bon, je dis ça, il y en a la moitié, on les a pas... Bref. Donc on revoit des noms des personnages qu'on a vus auparavant, ils vont faire donc 2 collectifs pour faire le film, et... Encore une fois, il y a toujours trop de personnages. Hein. Il y en a quand même eu beaucoup trop. Hein. Non, il y en a trop. Et même, il y en a tellement trop que même là, ils pourront pas être développés. Et ils vont vous donner cette impression là de pièces d'échecs un petit peu disséminées à droite à gauche sur le plateau, qu'on bouge en cas de besoin, et c'est tout. Et vraiment, l'arc, il est long. Hein.
J'ai pas vérifié, hein, je suis désolé, mais je suis sûr que c'est l'arc le plus long du manga, hein, parce qu'il est censé servir de conclusion à l'histoire, mais surtout il sert à donner les réponses vis-à-vis des intrigues des personnages, et notamment les intrigues amoureuses. Vous savez que c'est un thème, Akasaka, il adore ça. Et vraiment, je suis désolé, je bâcle mon travail là-dessus, mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, quoi. La romance de Oshinoko, faut comprendre, hein, c'est des relations d'intérêt, des abus, des mensonges, des relations toxiques. Ça va reboucler encore et encore, et bon bah c'est surtout le cas pour Kana, ça. Hein. Ah, il y a peut-être un truc avec Aqua, elle est contente. Ah non, elle déprime. Elle va de l'avant, c'est bon, elle l'a oublié. Ah, il y a Aqua qui revient, bon, 3 pas en arrière. Ah, elle est contente, ça rate. Bon, Po déprime, elle va de l'avant. Ah, il y a à nouveau Aqua. Et bon, vous avez compris, hein, le perso il est enchaîné à Aqua, c'est un enfer. Et l'arc final va pas vraiment ni aider ni solutionner le problème. Hein. En soi, moi, le truc le plus intéressant de cet arc, c'est qu'on retournait plus à Ai, tu vois, c'est qu'on se réintéressait à elle. Et surtout, bah, l'arc, c'est bon, vous avez le fin mot de l'histoire, on a nos révélations et nos réponses. Ce qui s'est passé avec Kamiki, la rencontre avec Ai, le showbiz que nous présentait comme un enfer qui arrive petit à petit à son cercle le plus profond et horrible. Et en toute sincérité, je peux que le saluer. Aborder ces thèmes, critiquer le fonctionnement en général sous l'œil d'un film documentaire, c'est une approche réaliste, violente, mais nécessaire. On vous montre une vérité, mais c'est des acteurs, et ça rejoint comme toujours la thématique du manga, ça fonctionne très bien. J'ai même un peu de sympathie pour le personnage du dieu, même si je reste d'avis qu'il avait pas grand chose à foutre là, à part nous dire bonjour, jamais une explication à la réincarnation, au revoir. Mais attention, c'est le moment, on revient à l'intrigue, attention, le fil rouge de l'émission, Ruby ne sait pas réfléchir et Ruby ne pense pas. Elle voit Kamiki, le mec et le portrait craché de son frère jumeau, et elle ne se pose pas de questions. Sincèrement, je vais rien dire. Je vais juste vous rappeler qu'elle dit que tout le monde doit avoir une seconde chance et que personne ne n'est mauvais. C'est à peu près ça qu'elle vous dit. Maintenant que vous gardez ça en tête, je vais vous parler du moment où, à mes yeux... Ah bah c'est bon, ça aurait dû s'arrêter. La fameuse confrontation, la finalité, je trouve l'exécution brillante. Le flashback de Hikaru, on comprend tout. Et surtout, ça donne tout le sens du message du manga, toute la critique qu'il veut amener. Ou comment, si avec du pouvoir et de l'influence, on peut détruire des vies sans même en payer l'ombre d'une conséquence, et comment ça détruit des gens dès le plus jeune âge. Le personnage ne sait pas comment aimer. Et la seule fois où il a aimé, ça a foiré, parce que la personne en face ne savait pas comment faire non plus. Elle ne savait même pas si elle aimait et comment aimer ses enfants. On nous montre deux gamins déjà bousillés par un système de mensonges permanents, qui ne savent même plus ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Alors que c'est justement l'âge où on est censé être honnête avec nous-mêmes. Et le dernier enregistrement de Ai, c'est la vengeance parfaite, mais c'est surtout la réponse parfaite au thème de l'œuvre, à ce qu'elle voulait dire. Les deux sont bousillés, le showbiz ça détruit les gens, on sait plus quoi penser, on sait pas ce qu'est vrai. Et au final, bah, elle l'aimait sincèrement. Et lui, il doit vivre avec ça sur la conscience. Attendez, comment ça c'est pas à la fin? Il reste 12 chapitres là? Non bah c'est fini. Ah oui non, parce qu'en fait, il y avait une meuf du groupe de Ai qui l'adorait mais en même temps qui la détestait parce qu'elle était jalouse. Et en fait c'est elle qui a voulu faire du mal avec son petit copain de l'époque et c'est elle la vraie méchante. Et... non bon ok, c'est réglé en quelques chapitres, on s'en fout. Parce qu'en fait depuis le début c'est une manipulation de Hikaru qui était resté méchant parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Je rêve où il s'est passé genre 100 chapitres en 3 chapitres là. Fallait arrêter avant, vous rajoutez pour rien, ça se précipite beaucoup trop. Et y a quoi? Bah il se plante. Il se jette dans l'eau, attendez, il meurt? Les deux? Mais le message de survie, il allait de l'avant, tout le monde a droit à une seconde chance, le pardon et tout, évoluer le dilemme avec Aqua qui voulait vivre. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah rien. Le manga vous a filé une morale, il voulait élaborer, et il a fait l'inverse. Et après, 3 chapitres. Un chapitre d'explication, et un où, après la disparition d'Aqua, tout le monde est détruit, et les personnages ont du mal à aller de l'avant. Et bah, la vie, c'est pas comme on veut, et Oshinoko se termine là-dessus. Vraiment? Vraiment? Mais quitte à faire, fallait encore rajouter au moins 10 chapitres de ce qui se passait après, là. Vous pouvez pas nous planter là-dessus. Enfin, nous planter... Bon... oui, j'ai pas parlé du fameux drama de l'inceste. Bon, on sait que, bon, voilà, c'est la dessinatrice qui a forcé. Bon, Akasaka a quand même accepté au final. Hein. Il aurait pas dû, mais bon, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est Béléus, et je vous dis salut à tous.